Elle n'avait plus rien, pas même une bougie pour éclairer la nuit qui tombait sur les landes du Yorkshire. La carrosse s'était éloignée depuis longtemps déjà, et Marguerite Holloway se tenait debout au milieu du chemin boueux, ses mains serrées contre sa poitrine, comme si elle tentait d'empêcher son cœur de se briser entièrement. Ses vêtements de deuil, trop grands pour son corps amaigri, claquaient dans le vent. Elle avait 34 ans. Elle était veuve depuis moins de 2 mois, et ceux qui auraient dû la protéger venaient de l'abandonner au bord d'une route que personne n'empruntait plus. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va vous surprendre. Parce que cette femme, rejetée, humiliée, laissée pour compte par une famille qui n'avait jamais voulu d'elle, cette femme allait trouver dans les décombres d'une vieille caravane oubliée et auprès d'une vache si maigre qu'on voyait ses côtes, la force de tout reconstruire. Et la vérité qu'elle allait mettre au jour changerait à jamais le visage de Briarwood, ce village tranquille où personne ne se doutait de rien. Restez jusqu'à la fin, parce que cette histoire mérite d'être entendue dans son entièreté. Si elle vous touche le cœur, laissez un commentaire avec une note de 0 à 10. Ça nous aide énormément à continuer ce travail. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Appuyez sur le bouton « Rejoignez notre famille ». Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de Marguerite Holloway. Tout avait commencé 6 ans plus tôt, quand elle avait épousé Edmond Holloway dans la petite église de pierre grise de Briarwood. C'était un mariage arrangé, comme il en existait des centaines dans les campagnes anglaises de cette époque. Edmond était tailleur de son état, travailleur acharné, homme de peu de mots mais de grande honnêteté. Il n'était pas riche. Il possédait sa boutique sur la Grand-Place, 2 coffres pleins d'outils et une petite maison au volet bleu où coulait une vie simple mais digne. Marguerite venait d'une famille d'instituteurs du Derbyshire, pas fortunés non plus, mais respectables. Ils s'étaient appréciés. Avec le temps, ils avaient appris à s'aimer. Ce que Marguerite n'avait pas su au moment du mariage, c'est qu'Edmond avait un frère aîné, Silas Holloway, un homme dont on ne prononçait le nom à Briarwood qu'en baissant les yeux ou en regardant ailleurs. Silas avait quitté le village 20 ans plus tôt, après un obscur scandale lié à des terres. On disait qu'il était parti à Leeds, qu'il avait fait fortune dans le commerce du charbon, qu'il avait des contacts au Parlement et des amis dans les tribunaux. On disait beaucoup de choses sur Silas Holloway. Ce qu'on ne disait pas, c'est ce qu'il avait fait signer à son frère cadet, le soir même de son départ, un document que personne n'avait jamais vu, enfermé dans un coffret en acajou au fond d'une malle. Edmond était mort en mars 1878, emporté en 3 semaines par une pneumonie foudroyante. Marguerite avait veillé son mari nuit après nuit, avait tenu sa main quand sa respiration s'était faite plus courte, avait entendu les mots qu'il murmurait dans la fièvre, des mots qui ne faisaient pas sens alors, mais qui prendraient tout leur sens plus tard. Quelque chose à propos d'une clé, quelque chose à propos de sa mère, quelque chose à propos d'un secret qu'il n'avait jamais eu le courage de révéler. Elle n'avait pas eu le temps de faire son deuil. Silas était arrivé à Briarwood 10 jours après l'enterrement, dans une calèche noire tirée par 2 chevaux luisants, accompagné d'un homme de loi au visage de craie nommé Percival Gaunt. Ils avaient frappé à la porte de la boutique un matin de pluie, et ce qu'ils avaient dit à Marguerite ce matin-là l'avait laissé sans voix pendant plusieurs minutes. Silas était l'héritier légal de tout ce qu'Edmond avait possédé. La boutique, la maison, les outils, même les quelques livres sterling rangés dans la boîte en fer blanc sous le lit. Tout, parce qu'Edmond avait signé 20 ans plus tôt, et sans bien comprendre ce qu'il faisait, un acte de cession conditionnelle rédigé par Gaunt lui-même, un document qui stipulait que si Edmond mourait sans descendance directe, l'intégralité de ses biens revenait à son frère aîné. Marguerite n'était pas mentionnée. Elle n'existait pas dans cet acte. Elle était, aux yeux de la loi, telle que Silas et Gaunt la tordaient à leur avantage, une simple étrangère qui avait partagé le lit d'un homme. Elle avait cherché du secours. Elle était allée voir le révérend Ashworth, le pasteur de Briarwood, qui l'avait reçu avec une tasse de thé froid et un regard plein de commisération, mais vide de courage. Il lui avait expliqué que l'Église ne pouvait pas s'immiscer dans les affaires civiles, que la loi était la loi, qu'elle devrait peut-être écrire à son père dans le Derbyshire. Elle était allée voir le magistrat local, un certain Sir Alban Crowe, qui chassait avec Silas 2 fois par mois et qui lui avait dit, avec un sourire aussi froid qu'un marbre de novembre, que le document lui semblait en ordre et qu'elle ferait bien d'accepter la situation avec dignité. Elle avait frappé à la porte de 3 autres avocats du bourg voisin de Haverfield. 2
n'avait pas voulu la recevoir. Le troisième lui avait pris les quelques shillings qui lui restaient pour lui remettre, une semaine plus tard, une lettre expliquant qu'il ne pouvait pas prendre l'affaire. C'est ainsi que le matin du 14 avril 1878, Marguerite Holloway s'était retrouvée dehors, sa valise noire usée posée sur le pavé mouillé, à regarder la porte de sa propre maison se fermer sur elle. Silas n'avait pas eu la décence de faire le sale travail lui-même. C'était son homme de confiance, un colosse rougeau prénommé Fletcher, qui avait porté sa valise jusqu'au seuil et l'avait déposée là sans un mot. La voisine d'en face, Mrs. Penrose, avait regardé depuis sa fenêtre. Elle n'était pas sortie. Marguerite avait marché. Elle ne savait pas où aller. Elle avait dans sa poche 3 shillings, un mouchoir brodé qui avait appartenu à sa mère, et dans la valise quelques robes, un livre de prière et une petite boîte en bois dans laquelle Edmond rangeait ses médailles de broderie. Et à l'intérieur de cette boîte, glissée sous le velours du fond, une clé ancienne en laiton que son mari avait portée toute sa vie autour du cou. Quand elle l'avait découverte en préparant ses affaires, elle avait failli la laisser. Quelque chose l'avait retenue. Elle l'avait glissée dans sa poche. Elle avait marché pendant 2 heures sur la route des Landes, et c'est là, à l'endroit où le chemin bifurque vers les collines de Moorfield, qu'elle avait vu la caravane. Elle était arrêtée au bord d'un pré depuis si longtemps que de la mousse avait poussé sur ses roues. Elle avait dû appartenir à des gens du voyage, ou peut-être à un marchand ambulant d'une autre époque. Sa peinture rouge et jaune était délavée, ses planches gonflées par les pluies. Une des fenêtres avait perdu sa vitre et était colmatée avec un morceau de toile. Elle penchait légèrement sur la droite, parce qu'une roue s'était enfoncée dans la boue. À côté d'elle, attachée à un piquet par une corde effilochée, une vache grise et squelettique mâchait de l'herbe pauvre avec une patience qui ressemblait à de la résignation. Marguerite avait regardé cette caravane longtemps. Elle avait regardé autour d'elle. Il n'y avait personne, aucune maison en vue, juste le vent dans les herbes hautes et le ciel de plomb qui s'obscurcissait. Elle avait grimpé les 3 marches branlantes. Elle avait poussé la porte qui avait cédé avec un grincement. À l'intérieur, il y avait un banc couvert de poussière, une petite table fixée à la paroi, un carré de couchette avec un vieux matelas de crin, un poêle minuscule, quelques ustensiles rouillés accrochés au mur. Sur la table, comme laissé là par inadvertance, un bout de chandelle dans un bougeoir en étain. Elle s'était assise sur le banc. Elle avait posé ses mains à plat sur la table. Et pour la première fois depuis la mort d'Edmond, elle avait pleuré. Vraiment pleuré, sans retenue, sans témoin, le dos voûté et les épaules secouées, avec dans la gorge ce son qu'on fait quand on essaie de pleurer sans bruit et qu'on n'y arrive pas. Quand les larmes avaient tari, elle avait allumé la chandelle avec une allumette trouvée dans une boîte rouillée accrochée au poêle. Elle avait regardé autour d'elle. Elle avait vu que les planches tenaient encore. Elle avait vu que le poêle avait l'air fonctionnel si on lui trouvait du bois. Elle avait regardé la vache par la fenêtre colmatée et elle avait pensé que si la bête donnait encore un peu de lait, elle ne mourrait pas de faim tout de suite. Et quelque chose d'inattendu et de presque violent s'était allumé dans sa poitrine. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus ancien et de plus solide. La décision de rester en vie. Elle avait utilisé ses 3 shillings le lendemain matin pour acheter un peu de farine, du sel et une poignée de navets au fermier Callum Briggs, dont la ferme se trouvait à 20 minutes de marche. Briggs était un homme de peu de paroles, mais il avait regardé ses mains vides et ses yeux secs avec quelque chose dans le regard qu'on ne pouvait pas appeler de la pitié, plutôt du respect pour quelqu'un qui ne demandait pas plus que ce qu'il pouvait payer. Il avait glissé un paquet de fromage dans le sac sans le mentionner. Elle avait appris le prénom de la vache, Bessie, en trouvant une vieille sangle gravée de ce nom accrochée à l'intérieur de la caravane. Bessie donnait peu de lait, 1/4 de seau par jour si on était chanceux, mais c'était quelque chose. Marguerite avait des mains habiles. Elle savait coudre, elle savait lire, elle savait compter, elle savait faire du pain sur une plaque. Elle avait commencé à réparer la caravane avec des branches et de la boue séchée, colmater les fissures, bricoler les gonds de la porte avec un morceau de métal trouvé dans l'herbe. Elle avait trouvé, enterrée sous les planches du plancher, une petite réserve de pièces, pas grand-chose, quelques pennies vert de gris, que l'ancien propriétaire de la caravane avait sans doute oublié ou caché là. Et chaque soir, avant de s'endormir, elle tenait dans sa main la clé en laiton, qu'Edmond avait portée toute sa vie. Elle n'avait pas trouvé ce qu'elle ouvrait, mais elle avait la certitude.
Cette certitude qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on ne peut pas ignorer, que cette clé avait quelque chose à dire, qu'Edmond avait un secret, et que ce secret avait un rapport avec ce que Silas lui avait volé. Si vous êtes encore là avec moi, merci. Vraiment. Ce genre d'histoire, ça ne se raconte pas à la légère, et ça ne s'écoute pas non plus à la légère. Vous êtes exactement le genre de personne pour qui cette chaîne existe. Donnez-nous une note de 0 à 10 dans les commentaires. Dites-nous ce que vous ressentez, ce que vous pensez de Marguerite. Et si vous n'avez pas encore appuyé sur le bouton d'abonnement, faites-le maintenant. Vous ne manquerez plus aucune de ces histoires. On continue. À 6 kilomètres de là, dans la vieille demeure de pierre que la famille Ashford occupait depuis 3 générations, le docteur William Ashford rentrait d'une nuit difficile. Il avait passé les dernières heures au chevet d'un enfant fiévreux dans un hameau isolé, et sa sacoche en cuir brun, qu'il avait reposée sur la table de l'entrée avec la précision fatiguée de quelqu'un qui fait le même geste depuis 15 ans, portait encore les traces de la boue des chemins. Il avait 41 ans. Ses cheveux gris aux tempes, ses yeux bleus un peu trop enfoncés dans leur orbite, ses mains longues et précises, tout en lui disait le médecin de campagne, celui qui n'a pas choisi sa vocation par gloire, mais parce qu'il ne savait pas faire autre chose que regarder les gens souffrir et essayer d'y remédier. Ce que peu de gens savaient, c'est que William Ashford portait sa propre blessure silencieuse. Sa femme, Catherine, était morte 5 ans plus tôt en donnant naissance à un fils qui n'avait pas survécu non plus. Depuis, il vivait seul dans cette maison trop grande, soignait les autres, avec une compétence irréprochable et une distance prudente, et rentrait le soir dans un silence qui était devenu son seul compagnon. Sa gouvernante, Mrs. Hartley, lui préparait ses repas et ne posait jamais de questions sur son humeur. C'était un arrangement qui leur convenait à tous les deux. Ce matin-là, avant de s'allonger quelques heures, William avait fait ce qu'il faisait souvent quand il ne trouvait pas le sommeil. Il avait sorti du tiroir de son bureau une photographie. Pas la photographie de Catherine, non. Une image plus ancienne, sépia et un peu floue, 2 garçons debout dans un pré, l'un d'une 12aine d'années et l'autre d'environ 8. Les 2 garçons regardèrent l'appareil avec cette expression sérieuse que les gens de l'époque affichaient toujours devant les photographes. Celui de 12 ans, c'était William. Celui de 8 ans, avec ses boucles brunes et son air de défi doux, s'appelait Thomas Ashford, son frère cadet. Mort à 23 ans, d'une mauvaise fièvre contractée dans les mines où il était descendu chercher du travail après que leur père les eût abandonnés à leur sort. William Ashford n'avait jamais pardonné à leur père. Il n'avait jamais pardonné au système qui avait laissé un homme comme Thomas descendre dans les mines pour survivre, et il n'avait jamais pardonné à lui-même de n'avoir pas été là. C'est dans cet état d'esprit, portant cette vieille culpabilité comme on porte une pierre dans la poche, que le docteur Ashford entendit parler d'une femme qui vivait dans une caravane abandonnée sur la route de Moorfield. C'était Mrs. Briggs, l'épouse du fermier, qui lui en avait parlé lors d'une visite de routine. Elle avait dit « Il y a une dame, docteur, une veuve d'après ce qu'on dit, qui s'est installée dans la vieille caravane des Romani au-dessus du pré de mon mari. Elle est maigre comme un oiseau en novembre. Mon calome lui a vendu de la farine, mais je crois que ce n'est pas suffisant. » William avait hoché la tête et noté mentalement. 3 jours plus tard, en revenant d'une visite dans un hameau voisin, il avait dévié de son chemin habituel et avait pris la route des Landes. La caravane était là, exactement comme Mrs. Briggs l'avait décrit. Et devant la caravane, agenouillée dans l'herbe humide à traire la vache maigre, avec une concentration absolue, il y avait Marguerite Holloway. Elle ne l'avait pas entendu approcher. Elle n'avait levé les yeux que lorsque le cheval avait henni. Elle s'était redressée avec une lenteur prudente, avait ramassé son quart de seau de lait et l'avait regardé avec une expression qui n'était ni méfiance ni accueil. Juste une évaluation franche, directe, comme si elle prenait la mesure de quelqu'un qui pourrait aussi bien lui vouloir du bien que lui causer des ennuis. William avait mis pied à terre et s'était présenté. Dr. William Ashford, de Briarwood. Il venait s'assurer qu'elle allait bien. Elle avait répondu qu'elle allait aussi bien que les circonstances le permettaient, merci, et qu'elle n'avait pas besoin d'un médecin. Il avait regardé ses mains gercées, ses joues creuses, la façon dont elle portait le seau comme quelqu'un qui fait attention à ne pas gaspiller une goutte. Et il avait dit qu'il ne venait pas en tant que médecin. Il venait en tant que voisin. Est-ce qu'elle accepterait qu'il laisse quelque chose dans la caravane avant de repartir? Elle avait hésité, et puis elle avait dit oui. Ce quelque chose,
C'était un panier préparé par Mrs. Hartley, une miche de pain complet, un pot de confiture de prunes, quelques morceaux de fromage dur, une bouteille de lait frais et un paquet de thé. Des choses simples, des choses nécessaires. Marguerite avait posé le panier sur la petite table de la caravane et l'avait regardé un long moment. Puis elle avait dit, sans se retourner, « Votre femme prépare bien. » William avait expliqué que ce n'était pas sa femme, que c'était sa gouvernante, que sa femme était morte. Il y avait eu un silence. Puis Marguerite s'était retournée et avait dit doucement « Je suis désolé ». Et dans sa voix, il n'y avait pas la politesse automatique qu'on dit quand on ne sait pas quoi dire. Il y avait quelque chose de vrai. C'est à ce moment-là qu'il avait remarqué la clé en laiton posée sur le rebord de la fenêtre, à côté du bougeoir en étain. Une clé ancienne, finement ouvragée, avec un anneau ovale à son extrémité. Il l'avait reconnue immédiatement. Il l'avait vue, cette clé, quand il était enfant. Elle avait appartenu au vieux Harold Holloway, le père d'Edmond et de Silas, un homme que son propre père avait connu, un homme dont on disait autrefois qu'il avait été mêlé à une obscure histoire de terre et de testament dans les années 1850. Son cœur avait fait quelque chose d'étrange dans sa poitrine, pas une émotion agréable, plutôt l'avertissement silencieux d'une chose importante sur le point d'être découverte. Il n'avait rien dit ce jour-là, mais il était revenu. Les semaines qui suivirent eurent ceci de particulier qu'ils parlaient peu de leur propre souffrance. William apportait des provisions 2 fois par semaine, parfois accompagné de médicaments simples, quand Marguerite avait une toux persistante à cause des nuits passées dans la caravane mal isolée. Elle, de son côté, avait commencé à offrir ce qu'elle pouvait. Elle recousait les boutons de sa veste, elle gardait des œufs que la ferme Briggs lui laissait en échange de menus services, elle lui préparait du thé quand il s'arrêtait. Ils développèrent une sorte de langage fait d'échanges pratiques derrière lesquels se cachaient des choses plus profondes que ni l'un ni l'autre n'avaient les mots pour nommer encore. C'est au cours de l'une de ces visites que Marguerite lui montra la clé. Elle ne lui demanda pas si elle lui disait quelque chose. Elle se contenta de la poser sur la table entre eux, comme on pose une question sans la formuler. Et William, après un silence qui dura assez longtemps pour être honnête, lui dit ce qu'il savait. Pas grand-chose. Des fragments de conversation entendus quand il était enfant. Son père qui parlait de Harold Holloway, d'une propriété, d'un acte de donation que Harold avait signé avant de mourir, une donation en faveur de l'église paroissiale de Briarwood, une donation que Silas, à l'époque encore jeune homme ambitieux, avait contestée et fait disparaître. D'une clé qui permettait d'accéder à un coffre encastré dans le mur de la vieille sacristie de l'église, un coffre où Harold avait rangé, d'après ce que le pasteur de l'époque avait dit, une copie de tous ses documents importants. Marguerite avait regardé la clé. Elle avait dit « Edmond portait cette clé autour du cou depuis 20 ans, depuis le soir où Silas est parti. » Et William avait compris, en l'entendant dire ça, que la chose qu'il avait évité de regarder en face depuis des années venait de lui faire face. Vous savez, ce genre d'histoire, une femme seule, une clé, une vérité enfouie, ça peut sembler loin de nous. Mais je parie que vous connaissez dans votre propre vie ce sentiment d'avoir été laissé de côté par quelqu'un qui aurait dû vous protéger. Ce sentiment d'avoir eu raison, d'avoir vu quelque chose que les autres ne voulèrent pas voir. C'est exactement pour ça que ces histoires nous touchent. Si vous ressentez ça en ce moment, dites-le nous dans les commentaires. Et si vous n'avez pas encore rejoint notre communauté, abonnez-vous maintenant. Des milliers de personnes comme vous nous lisent et nous écoutent chaque semaine. Votre place est là. Il fallait aller à l'église. Pas pendant un office, pas devant des témoins. Marguerite et William savaient tous les deux que si Silas Holloway apprenait qu'on cherchait quelque chose dans l'église, les portes seraient fermées à clé avant la nuit. Silas avait des yeux partout à Briarwood. Fletcher, son homme de confiance, était connu pour s'arrêter dans les boutiques et les auberges et poser des questions d'une façon qui ressemblait à de la curiosité, mais qui était en réalité de la surveillance. Ils avaient choisi un dimanche après-midi, à l'heure où le révérend Ashworth faisait sa sieste habituelle et où son bedeau, un vieil homme sourd comme un pot nommé Ephraim, était supposé surveiller l'église, mais s'endormait généralement sur le banc de l'entrée après le repas du midi. Ils étaient entrés par la porte latérale, celle que les sacristains utilisaient avec la discrétion de quelqu'un qui a une bonne raison d'être là, mais préférerait qu'on ne lui pose pas de questions. La sacristie sentait la cire et le vieux bois. Les murs étaient couverts de rayonnage,
chargés de registres de baptême, de mariage, de décès. Des noms écrits à l'encre brune sur des pages jaunies, toute la vie et toute la mort d'un village. La clé correspondait à un carré de pierre à mi-hauteur du mur du fond. Une pierre qui, une fois qu'on savait regarder, était légèrement différente des autres. Pas tout à fait de la même teinte, avec un petit trou circulaire presque invisible dans son centre. Marguerite avait inséré la clé. Elle avait tourné. La pierre avait pivoté sur un mécanisme de métal rouillé mais encore fonctionnel, révélant une niche profonde d'environ 30 cm. À l'intérieur, enveloppé dans un morceau de toile huilée encore relativement intact, il y avait des documents. Plusieurs feuilles de papier épais, pliées avec soin, recouvertes d'une écriture ancienne et régulière, et en dessous, un petit carnet relié de cuir brun. William avait lu les documents debout, à la lumière d'une bougie que Marguerite tenait. Ses mains n'étaient pas entièrement stables. Ce qu'il lisait était un testament, pas le testament officiel d'Edmond Holloway, mais celui de Harold Holloway, leur père, rédigé en 1857 et attesté par un notaire d'Halifax. Un testament qui stipulait sans ambiguïté que la boutique de tailleur, la maison au volet bleu et 2 parcelles de terrain à la lisière du village devaient revenir à Edmond, le cadet, en récompense de sa loyauté et de son travail, et qui précisait également, en termes clairs, que si Edmond mourait sans descendance et s'il était marié, son héritage devrait aller à son épouse légitime. Marguerite, pas Silas. L'acte de cession que Silas avait présenté, celui que Percival Gant avait rédigé et que l'on prétendait avoir été signé par Edmond, cet acte contredisait frontalement ce testament. L'un des 2 documents était un faux, et à en juger par l'état du papier, par la signature d'Edmond que Marguerite reconnut immédiatement comme ne ressemblant pas tout à fait à celle de son mari, la réponse ne faisait pas de doute. Le carnet de cuir brun contenait quelque chose d'encore plus dévastateur. C'était le journal intime d'Edmond Holloway, tenu sur plusieurs années avec régularité, et dans les dernières pages, rédigé d'une main tremblante et fiévreuse dans les jours précédant sa mort, Edmond avait tout expliqué. La clé, la niche dans la sacristie, le testament de leur père, que son frère Silas lui avait dit être invalide, que Silas lui avait juré n'avoir aucune valeur légale. Edmond avait cru son frère, il avait eu tort, et dans les affres de la fièvre, il avait compris son erreur, trop tard pour la réparer, juste assez tôt pour laisser un message à la seule personne qu'il aimait encore. Pour que tu trouves, Marguerite. Pour que tu saches. Pour que tu ne laisses pas Silas gagner. Marguerite avait lu ces lignes 2 fois, debout dans la sacristie sombre sans un mot. Puis elle avait plié les documents avec soin, les avait glissés sous son manteau, et elle avait dit d'une voix entièrement calme « Allons-y ». Ce calme-là n'était pas de l'indifférence. C'était quelque chose de beaucoup plus dangereux. La semaine suivante fut une semaine de préparation silencieuse et méthodique. William Ashford avait des contacts que Marguerite n'avait pas. Des années à soigner les gens de la région lui avaient valu une forme de crédit moral que même les puissants hésitaient à ignorer entièrement. Il avait écrit à un avocat de Leeds, un certain Josiah Fenn, qu'il connaissait depuis l'université, et dont il savait qu'il avait la réputation rare de n'avoir jamais perdu un procès qu'il croyait juste. Il lui avait envoyé les documents avec une lettre explicative. Fenn avait répondu en moins de 4 jours. Sa réponse tenait en 2 phrases. « C'est une affaire de falsification de testament, et elle est solide. Je prends le train vendredi, mais entre-temps, Silas Holloway avait appris que quelque chose se tramait. On ne savait pas comment. Peut-être Ephraim le bedeau avait-il été moins endormi que prévu. Peut-être Mrs. Penrose, la voisine qui avait regardé par sa fenêtre le jour où Marguerite avait été mise à la porte, avait-elle dit quelque chose à quelqu'un? Peut-être l'un des patients de William avait-il mentionné ses visites sur la route de Moorfield. Le fait est que Fletcher, l'homme de confiance de Silas, s'était présenté à la caravane un matin à l'aube, accompagné d'un 2e homme que Marguerite n'avait jamais vu, et avait dit que M. Holloway proposait une compensation raisonnable. 3 livres et un billet de train pour le Derbyshire, en échange de quoi elle devrait quitter le Yorkshire dans les 48 heures et ne plus jamais revenir. Marguerite avait regardé Fletcher droit dans les yeux pendant un long moment. Et puis elle avait dit « Dites à M. Holloway que je préfère rester ». Fletcher était reparti, mais ils savaient tous les 2 que la prochaine visite ne serait pas aussi plie. Le même soir, le révérend Ashworth se présenta à la porte de la maison de William Ashford avec un air d'homme qui a une mauvaise nouvelle, mais ne sait pas comment la délivrer.
Il s'assit dans le salon, refusa le thé et expliqua en regardant ses propres mains que Sir Alban Crowe lui avait fait savoir que si des documents prétendument retrouvés dans la sacristie de l'église étaient présentés en public, il serait difficile d'éviter une enquête sur la façon dont ces documents avaient été obtenus. En d'autres termes, si Marguerite essayait d'aller en justice, on l'accuserait d'avoir pénétré dans l'église sans autorisation. William avait écouté le révérend sans l'interrompre. Puis il avait dit « Et vous, Ashworth, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce qui se passe ?» Le révérend avait gardé les yeux sur ses mains encore quelques secondes, puis il les avait levés, et William avait vu dans ce regard quelque chose qu'il n'y avait pas vu depuis longtemps, quelque chose qui ressemblait à de la honte et au désir de ne plus en avoir. Ashworth avait dit « Je pense que j'aurais dû parler il y a 20 ans. Je savais pour Harold Holloway et ce testament. Le notaire d'Halifax m'avait contacté à l'époque, quand Silas avait contesté. J'ai eu peur. J'ai fermé les yeux. William avait dit « Il est peut-être temps de les ouvrir. » La réunion publique eut lieu un jeudi de mai, dans la grande salle de l'auberge du Chêne Blanc, convoquée officiellement par le docteur Ashford sous prétexte d'une discussion sur les travaux de drainage du village. Un sujet qui intéressait suffisamment de propriétaires terriens pour garantir une assistance nombreuse. Silas Holloway était là, assis au premier rang avec Percival Gant à sa droite et Fletcher debout derrière lui. Sir Alban Crowe était là aussi, les bras croisés et le regard fermé. Une trentaine d'autres personnes remplissaient les bancs. Fermiers, commerçants, quelques femmes, le facteur, le pharmacien. William avait pris la parole en premier. Il avait présenté Josiah Fenn, l'avocat de Leeds. Il avait expliqué ce qu'ils avaient trouvé dans la sacristie. Il avait dit les mots « testament falsifié et documents frauduleux, complicité d'un officier de justice ». Et il avait dit le nom de Percival Gant clairement, sans hésiter, pendant que Gant devenait aussi blanc que le plâtre des murs. Silas Holloway avait bondi de son siège. Il avait dit que c'était un scandale, que c'était une attaque contre sa famille, que ces documents avaient été volés dans une propriété privée, que cette femme, il n'avait pas prononcé le prénom de Marguerite, il l'avait appelée cette femme, était une aventurière sans scrupules qui cherchait à s'emparer d'une fortune qui ne lui appartenait pas. Et c'est à ce moment-là que le révérend Ashworth s'était levé. Il était petit, le révérend, un peu voûté, sa voix chevrotait légèrement. Mais dans cette salle, ce soir-là, il avait parlé avec une clarté et une fermeté qui imposèrent le silence. Il avait dit qu'il connaissait la vérité sur le testament de Harold Holloway depuis 20 ans. Il avait dit qu'il avait eu peur et qu'il avait eu tort. Il avait dit que le notaire d'Halifax, un homme nommé Reginald Beaumont, était encore vivant et serait prêt à témoigner si on lui envoyait une lettre, ce que Josiah Fenn avait d'ailleurs déjà fait, et la réponse de Beaumont était dans sa serviette. Vous êtes toujours là, et je vous en suis sincèrement reconnaissant, parce que vous méritez d'entendre la suite. Cette chaîne existe grâce à des personnes comme vous qui prennent le temps d'écouter des histoires vraies de la vie vraie, des histoires de courage et de dignité retrouvées. Si vous aimez ce que vous entendez, mettez un commentaire, mettez votre note de 0 à 10. Et si quelqu'un dans votre famille, un ami, un proche, apprécierait ce genre d'histoire, partagez avec lui. Ça nous aide plus que vous ne l'imaginez. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé après. Percival Gant avait demandé à sortir pour prendre l'air. Il n'était pas revenu dans la salle. Sir Alban Crowe avait gardé ses bras croisés jusqu'à la lecture de la lettre de Beaumont par Josiah Fenn. La lettre était précise, datée, signée et accompagnée d'une copie certifiée du testament original d'Harold Holloway. Une copie que Beaumont avait conservée dans son propre coffre pendant 20 ans par scrupule professionnel, dans l'espoir qu'on vienne un jour la lui demander. Quand Fenn avait fini de lire, Crowe avait décroisé les bras. Il avait regardé Silas, et quelque chose dans ce regard disait que l'alliance entre ces deux hommes venait de prendre fin. Silas Holloway avait essayé encore quelques minutes. Il avait dit que les documents pouvaient être des contrefaçons. Il avait dit que l'avocat était peut-être de connivence avec la veuve. Il avait dit que rien de tout ça n'avait de valeur légale, mais sa voix avait perdu son assurance. Les gens dans la salle le regardèrent d'une façon différente. Le fermier Briggs, assis au fond, avait toussé dans sa main d'un air éloquent. Le pharmacien avait murmuré quelque chose à l'oreille de sa femme. C'est Marguerite qui avait parlé en dernier. Elle était debout près de la porte, dans sa robe de deuil usée, ses cheveux relevés sobrement,
sans bijoux à l'exception de la clé en laiton qu'elle portait désormais autour du cou, sur un ruban de soie noire, comme son mari l'avait porté avant elle. Elle avait attendu que Silas se taise. Puis elle avait marché jusqu'au centre de la salle et elle avait dit d'une voix que tout le monde entendit sans qu'elle ait eu besoin de la hausser. « Je ne veux pas ruiner cet homme. Je veux seulement ce qui m'appartient, ce que mon mari m'a laissé, ce que son père avait voulu lui donner. Rien de plus, mais rien de moins non plus. » La procédure légale qui suivit prit 4 mois. C'est long, 4 mois. Il y eut des audiences à Haverfield, des dépositions, des contre-expertises. Silas engagea un avocat de Londres, un homme coûteux et éloquent qui essaya pendant 2 audiences de discréditer Marguerite en suggérant qu'une femme vivant seule dans une caravane n'était peut-être pas tout à fait dans son état de raison. Le juge avait regardé cet avocat avec une expression qui ressemblait à de l'ennui agacé et lui avait demandé de s'en tenir aux faits. Josiah Fenn, de son côté, était dans son élément. Il avait la lettre de Beaumont. Il avait le journal d'Edmond. Il avait le témoignage du révérend Ashworth. Et il avait, à titre de comparaison graphologique, des lettres écrites de la main d'Edmond Holloway à différentes périodes de sa vie, des lettres que Marguerite avait conservées dans sa valise noire, qui révélaient de façon concluante que la signature sur l'acte de cession de Silas était un faux maladroit. Le jugement rendit à Marguerite la boutique, la maison au volet bleu et les 2 parcelles de terrain. Silas Holloway fut reconnu coupable de falsification documentaire et condamné à une amende substantielle, ainsi qu'à des dommages et intérêts. Percival Gant fut radié du barreau et quitta le Yorkshire avant même que la décision soit rendue. On dit qu'il alla s'installer dans les Midlands sous un faux nom, mais personne n'en sut jamais plus. Sir Alban Crowe survécut à l'affaire, comme survivent souvent ceux qui savent à quel moment changer de côté. Il cessa de chasser avec Silas Holloway. Il fit, lors d'une réception quelques semaines après le jugement, une remarque polie sur le courage d'une certaine veuve de Briarwood, ce qui fut interprété par tout le village comme une capitulation en bonne et due forme. Marguerite ne rentra pas tout de suite dans la maison au volet bleu. Elle y retourna un matin de septembre, seule, avec sa valise noire et le panier en osier que lui avait donné Mrs. Briggs. Elle ouvrit les volets, elle ouvrit les fenêtres, elle laissa entrer l'air et la lumière. Elle alla dans la chambre où Edmond était mort, et elle resta debout au milieu de la pièce pendant un long moment, les mains le long du corps, à écouter le silence. Puis elle sortit dans la cour, et elle alla chercher Bessie. La vache maigre fut installée dans le petit enclos au fond du jardin. Elle n'était toujours pas grasse. Elle donnait toujours seulement un quart de seau de lait par jour. Mais elle avait l'air de savoir qu'elle était arrivée quelque part. Elle regardait les choses avec ce calme profond des animaux qui ont traversé quelque chose de difficile et qui savent, sans pouvoir le formuler, que c'est fini. La caravane resta sur la route de Moorfield. Marguerite n'essaya pas de la récupérer ou de la faire déplacer. Elle y retourna une fois, à l'automne, pour récupérer quelques affaires qu'elle y avait oubliées. En partant, elle laissa la porte ouverte, pour que quelqu'un qui en aurait besoin puisse l'utiliser. Elle avait été cet être-là, quelqu'un qui avait besoin d'une porte ouverte. Elle savait ce que ça valait. William Ashford continua de passer sur la route de Briarwood, mais désormais, il s'arrêtait devant la maison au volet bleu, pas devant une caravane sur les landes. Leur conversation était toujours pratique en surface. L'état de Bessie, les réparations à faire dans la boutique, un patient commun, mais derrière la surface il y avait quelque chose qui avait changé de texture, quelque chose de moins solitaire, quelque chose qui ne se précipitait pas, mais qui n'avait pas non plus l'intention de disparaître. Le révérend Ashworth, lui, vieillissait. Il avait maigri depuis la réunion du chêne blanc, pas d'une maladie physique, mais de cette façon dont on maigrit quand on a dit la vérité après trop longtemps, et qu'on a ensuite à vivre avec le poids de ce retard. Il venait parfois s'asseoir dans la boutique de Marguerite, car elle avait rouvert la boutique. Elle avait engagé un jeune tailleur de Haverfield et dirigeait elle-même les commandes avec une compétence qui surprit tout le monde, sauf ceux qui l'avaient vu traîner Bessie dans la boue et recoudre les gonds d'une porte de caravane à main nue. Il s'asseyait dans la boutique et il la regardait travailler et parfois il disait quelque chose, une phrase courte, et elle répondait par une phrase courte, et c'était leur façon de se réconcilier sans jamais nommer directement ce qu'il y avait à se réconcilier. Un après-midi d'octobre, il lui demanda « Est-ce que vous lui en voulez encore ?» Elle avait levé les yeux de son ouvrage et dit « À qui ?» Il avait dit « À tous ceux qui n'ont rien fait. »
et elle avait réfléchi sincèrement avant de répondre. Elle avait dit « Je leur en voulais. Plus maintenant. Pas parce que ce qu'ils ont fait était acceptable, mais parce que la colère était mon énergie quand je n'avais rien d'autre. Maintenant, j'ai d'autres choses. » C'est peut-être la phrase la plus juste de toute cette histoire. Quand on n'a rien d'autre, la colère est une énergie. Mais ce n'est pas une maison. Et Marguerite Holloway, qui avait tout perdu et qui avait refusé de mourir dans ce qu'elle avait perdu, avait fini par se construire quelque chose qui résistait mieux que la colère. Quelque chose fait de ses mains et de sa tête et de ses décisions, une après l'autre, dans une caravane qui penchait sur la droite, avec une vache si maigre qu'on voyait ses côtes. Elle avait acheté ces deux choses avec ses derniers sous, une caravane abandonnée et une vache maigre. Ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas rien non plus. Parfois, le destin ne nous donne que ça, une porte branlante et un être vivant qui a besoin qu'on s'en occupe. Et ce minimum-là suffit, si on a assez de courage pour ne pas le gaspiller. La clé en laiton resta autour du cou de Marguerite. Elle ne l'enleva jamais, pas même le jour, 2 ans plus tard, où elle changea son nom. Pas même le jour où Bessie mourut d'un bon âge et fut enterrée sous le pommier du jardin. Pas même le jour où la boutique de tailleur devint assez prospère pour qu'elle engage un 2e ouvrier. La clé restait là, sur le ruban de soie noire, comme un rappel, non pas du mal qu'on lui avait fait, mais de la porte qu'elle avait su trouver quand toutes les autres étaient fermées. Il y a des gens dans nos vies qui nous abandonnent parce qu'ils pensent que nous n'avons plus rien à offrir. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce moment-là, exactement ce moment-là, quand tout est parti et qu'il ne reste plus rien, c'est souvent le seul moment où on découvre vraiment ce qu'on vaut. Marguerite Holloway le savait maintenant. Elle l'avait appris sur une route de lande, à genoux dans l'herbe humide, entrait une vache squelettique qui la regardait avec ses grands yeux patients. Et cette leçon-là, ni Silas Holloway, ni Percival Gant, ni Sir Alban Crowe, ni aucun système corrompu n'auraient pu la lui prendre. Parce que certaines choses, une fois qu'on les a apprises pour de vrai, ne se volent plus. Si cette histoire vous a touché, si vous avez pensé à quelqu'un en l'écoutant, une femme que vous connaissez, une situation que vous avez vécue, un moment de votre propre vie où tout semblait perdu, alors dites-le nous dans les commentaires. Ici, on ne juge pas, on écoute, et votre témoignage, même court, même anonyme, aide d'autres personnes à se sentir moins seules. Laissez votre note de 0 à 10 pour cette histoire. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit, c'est simple. Et ça nous permet de continuer à vous raconter des histoires comme celle-ci. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.